Alors, et puis on manque mon écran en plus. Voilà, c'est bon. Voilà, je suis OK. Donc, mentorat et formation. Donc, l'idée, c'est de voir donc, comment fonctionne donc, ce que j'expliquais déjà, le mentorat dans une formation à distance et de donner des pistes en fait sur la notion de support d'aide à l'apprentissage, voir comment en fait on peut, ce que ça signifie, le rôle, les fonctions et puis ce que ça implique. Voilà, donc c'est une présentation qui doit durer 30 minutes. Donc voilà, maintenant vous voyez les icônes. Donc ça va durer 30 minutes. Ça concerne effectivement les formateurs et formatrices et les ingénieurs pédagogiques. Et le but, c'est de découvrir à la fin le mentorat à distance, donc ce que ça implique, ce que ça fait, les particularités également du mentorat à distance, et puis le support d'aide à l'apprentissage. Donc c'est une notion qui est très peu évoquée et qui pourtant est essentielle, aussi essentielle que l'ingénierie pédagogique. Voilà. Donc voilà les notions qu'on va essayer d'aborder rapidement. Donc on est sur maximum 30 minutes. Alors, thème abordé. Il y en aura 5 de mémoire. Donc d'abord, la notion de mentor avec la distinction coach et tuteur. Pardon. Bien sûr, je vous transmettrai le document après. Hein. D'accord. Donc, la différence entre ces trois notions. Ensuite, on verra l'ingénierie tutorale, c'est comme ça qu'on l'appelle, et on verra le rôle que se donne l'ingénierie tutorale, et puis tout ce qui est les fonctions, les types de fonctions qu'on a dans l'ingénierie tutorale, et les plans sur lesquels va évoluer cette ingénierie-là. Ensuite, on fera un point sur ce que j'appelle donc le paradoxe du distanciel, qu'on retrouve dans le mentorat, et ce que ça implique et pourquoi c'est quand même assez différent d'un enseignement qu'on pourrait avoir par exemple avec une classe ou en université. Après, on fera un point sur... Pardon. Ensuite, on fera un point sur les bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, aussi bien dans la relation entre le mentor et l'apprenant, et également le mentor et l'institution, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que l'ensemble fonctionne bien. Voilà. Le dispositif fonctionne bien. Donc, un point sur les bonnes pratiques. Et enfin, on fera un retour d'expérience des apprenants. Donc, un début de résultat des sondages déjà effectués sur le support d'aide à l'apprentissage que j'ai fait circuler. Voilà, donc il y a des résultats déjà. Il y a 70 personnes, je crois, qui ont déjà répondu. Donc, ce n'est pas énorme. Mais ça permet de voir un peu comment c'est perçu. Je précise évidemment qu'on n'est que sur d'une formation 100% à distance et cela porte que sur ce cas-là. Voilà, donc on a fait le tour des thèmes qu'on va aborder. Allons-y. Alors, la notion de mentor et coach-tuteur. Alors, le terme de mentor, en fait, ça nous ramène directement à la guerre de Troie. En fait, mentor, c'est le nom de la personne à qui Ulysse confie l'éducation de son fils Télémaque. Et donc s'appelait mentor. Et comme il avait souvent conseillé donc Ulysse, il lui demande au départ de la guerre de Troie, Ulysse, effectivement, d'éduquer Télémaque et de s'occuper aussi de la régence du royaume d'Ithaque. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, en fait, de ce rôle, hein, donc là, c'est celui qui est en charge de l'éducation de Télémaque. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les rôles qu'on va attribuer au mentor, c'est un rôle de guide, de conseiller et de précepteur. Donc, ça sera bien une personne de confiance, une personne de sagesse. C'est ce qu'on va tirer en fait de l'étymologie mentor. Et on va attribuer comme qualité expérience, confiance, connaissance. Voilà. C'est un peu sur ça qu'on peut se baser en fait sur le rôle du mentorat et la manière dont on l'entend. Dans une acceptation plus moderne du terme, on va ajouter d'autres actions. Alors, je dis plus moderne, en fait, c'est le mentorat est très développé, par exemple, au Canada et en entreprise. Donc, dans des acceptations plus modernes, les nouvelles définitions, c'est qu'on va avoir des actions comme établir une relation de soutien,
entre un étudiant et une personne expérimentée. En fait, le mentor. Donc. Et ça, c'est vraiment une notion importante. Et on voit bien que là, on tire un lien entre les deux. Et en plus, on a l'idée de permettre à ce mentoré, à la personne qui est mentorée, de se développer en tant que personne. Donc voilà comment on pourrait qualifier le mentorat. C'est en fait, c'est un rôle en fait qui va distinguer du coaching, du tutorat, du compagnonnage, parce qu'on a cette notion de sens à donner également. Le mentor va vraiment être orienté dans ce sens-là, plus que dans l'acquisition de techniques. Ça, c'est ce qu'on va voir chez les autres, l'acquisition de techniques, par exemple, dans le rôle du coach. Voilà. Lui, le coach, donc ça nous vient directement du monde sportif. Hein. C'est vraiment le coach. Hein. Le but du coach, c'est d'accompagner un apprenant et de le mener vers le but fixé dès le départ. Donc, il doit développer les compétences professionnelles d'un individu, c'est le rôle du coach, pour lui permettre d'atteindre l'objectif précis opérationnel, à savoir donc, une compétence, ça peut être aussi un poste, ou une connaissance précise. Et ce qui le différencie un peu du mentor, même beaucoup, c'est qu'il n'est pas là question d'échange réellement, hein, ou de relation, comme on l'a évoqué juste avant. On est vraiment juste dans une obligation de résultat. Voilà. Sur l'action tutorale, c'est un peu différent, enfin, sur le tuteur plutôt. Même si on entend souvent le tuteur comme cette notion de mentor, etc., quand on regarde un peu les écrits canadiens dessus, le tuteur, lui, il est plutôt vu comme une relation qui serait sans hiérarchie, en fait, qui serait un peu vue au niveau hiérarchique à l'horizontale. Et il est au même niveau, le tuteur. C'est vraiment quelqu'un qui est au même niveau, en fait. Et lui, il a un objectif de facilitation, donc de fluidifier l'intégration, en fait. C'est comme ça qu'on pourrait distinguer le tuteur. Donc, c'est une personne qui vient de faire le parcours, qui vient d'intégrer l'entreprise. Il est positionné comme exactement l'égal de la personne qui vient de rentrer. Et comme elle vient de connaître les problèmes, elle est en mesure, effectivement, de fluidifier l'intégration de l'individu, d'accélérer sa prise en main des outils, etc. Voilà comment on peut voir un peu coach, tuteur par rapport au mentor. Donc, même si on a quand même cette notion quand même qui, selon les individus qui vont coacher, qui vont tutorer, on a cette notion de guide, je pense, alors là c'est plus l'expérience professionnelle qui parle de mon expérience, que dans le mentorat, on a vraiment une dimension d'échange, où on transmet une expérience et on reçoit en retour de la connaissance, de la confiance, de l'expérience. Et c'en est un point que c'est conceptualisé sur reverse mentoring. Donc, excusez-moi pour mon accent anglais, mais c'est ce que vous trouverez dans la littérature là-dessus, c'est reverse mentoring. Donc une relation, ce qui implique donc une relation quand même gagnant-gagnant. Le mentor plus expérimenté au sein d'une entreprise va permettre de transmettre de la connaissance, va tirer de la connaissance des plus jeunes. C'est quelque chose qu'on a très facilement en entreprise, hein, quand vous avez quelqu'un qui a 50, 60 ans et qui se retrouve avec un jeune de 25 ans. Effectivement, il a énormément à transmettre, mais il récupère énormément de connaissances aussi de quelqu'un qui a 25 ans sur la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui, etc., etc., les outils, surtout avec le numérique. Donc on est, pardon, on est dans cette relation gagnant-gagnant. Et le mentor devient donc automatiquement beaucoup plus efficace s'il est en mesure en plus de couvrir deux aspects principalement. Donc une approche technique donc du savoir, mais également la partie psychologique relationnelle. Voilà. Voilà comment on distinguerait en fait un peu ces trois termes qu'on retrouve souvent, coach, tuteur et mentor. Voilà. Bien entendu, hein, dans l'approche, dans la manière dont le mentor exerce ses fonctions, elles sont à penser au sein d'un dispositif plus global, forcément. Et c'est là où on va parler d'ingénierie tutorale. Alors, l'ingénierie tutorale et le dispositif d'apprentissage,
On va vraiment parler rapidement. Je vous donnerai les références, mais l'une des références que j'ai, c'est Jacques Rodet. Vous le trouverez partout quasiment sur ça, où il l'a beaucoup conceptualisé et écrit des livres dessus. Donc, je me réfère beaucoup à lui. Donc, qu'est-ce qu'un dispositif d'apprentissage ou qu'est-ce qu'il y a dedans? On se retrouve avec deux forces, en fait, dans un dispositif d'apprentissage où on a l'étudiant au milieu et on a deux choses. Un, transmettre de la connaissance et deux, activer la connaissance. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais effectivement, écrire en jaune sur fond blanc, pour quelqu'un qui fait du web, c'était vraiment une très mauvaise chose. Très mauvaise idée. Voilà, donc deux choses. Transmission de connaissances, activation de l'apprentissage. Donc, il est bien sûr la question des activités d'apprentissage, de la transmission de la connaissance. Et cette partie-là, la transmission, c'est géré par l'ingénierie pédagogique. C'est celle que vous connaissez. Hein. Donc, ça consiste à scénariser une série d'activités pour l'apprenant. Donc, on ne va pas revenir dessus. Celle-là, elle est connue. Par contre, activer la connaissance, ça, c'est le rôle qui va être dévolu au support à l'apprentissage, ce qu'on appelle le support à l'apprentissage. Donc, le support à l'apprentissage, est-ce que j'ai une définition du support à l'apprentissage? Oui. Voilà, alors je vous donnerai les références aussi de ce livre sur la conception du support à l'apprentissage dans des activités de formation à distance. Voilà le titre, bon, c'est clairement, c'est très explicite. Donc, dans le support à l'apprentissage, ce qu'on va regrouper dedans, c'est tous les types d'interventions qui sont faites auprès d'un étudiant pour l'accompagner dans sa démarche d'apprentissage afin de lui permettre d'atteindre les objectifs de son activité de formation et de développer son autonomie. Donc on voit bien un peu la nuance quand même, hein. C'est-à-dire que là, on met des activités et après on va devoir stimuler, activer l'apprenant dans son apprentissage. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et c'est l'ingénierie tutorale finalement qui va être responsable de la mise en place de tout un dispositif permettant d'apprendre. Voilà, et on se retrouve avec ces deux ingénieries. Hein. D'un côté, l'ingénierie pédagogique, et c'est ce qui va permettre en fait de mettre les activités, et l'ingénierie tutorale qui va réfléchir à comment on va accompagner. Voilà. Alors, cette ingénierie tutorale et ce support à l'apprentissage, on va le mettre sur... Ça va avoir plusieurs types de fonctions. Donc, dans les écrits de Jacques Rodet, on se retrouve avec 8 fonctions tutorales. Accueil-orientation, organisationnel. Donc, accueil-orientation, je reviens dessus un petit peu. Accueil-orientation, c'est ni plus ni moins que accueillir les apprenants, leur dire où ils doivent se connecter, leur créer leur compte de bienvenue, etc. C'est tout ça qui fait partie de la fonction tutorale. C'est bien du tutorat parce qu'on est là pour aider l'apprenant à réussir dans ce qu'il veut faire. Et on l'oriente un peu dans le dispositif. Ah. 2 secondes. Ensuite, on a les fonctions qui sont liées, toutes les fonctions qui sont liées à l'organisation. Ces fonctions liées à l'organisation, c'est comment fonctionnent les cours, comment fonctionnent les projets, comment ça se déroule. Tout ça, il y a un accompagnement qu'on peut faire sur cette partie-là. Pédagogique, comment est conçu, par exemple, si on prend le cas d'OC, on est sur un mode projet. Donc tout l'accompagnement dessus arrive dans des fonctions tutorales. Tout ce qui est socio-affectif, c'est effectivement tout ce qui est sentiment d'appartenance à un groupe, par exemple. Ça, c'est bien d'essayer de le cultiver pour aider les apprenants. Ça va évidemment aller vers du social learning. Ça va vers couper les personnes qui sont isolées. Voilà un ensemble de fonctions. Alors, quand je parle des fonctions-là, je ne dis pas qui les prend en charge. Hein. On n'est pas encore en train de discuter qui fait quoi dedans. On est juste en train de dire que ces fonctions-là, ce type de fonction existe et qu'elles doivent être à un moment donné comblées par quelqu'un ou par quelque chose. Mais en tout cas, quand vous mettez quand vous faites de l'ingénierie pédagogique, vous concevez vos modules, etc. Quand vous faites l'ingénierie tutorale, vous concevez à quel moment on va traiter l'accueil. Voilà.
Donc, tout ce qui est motivationnel, bah, pourquoi on est là, quels sont les freins à enlever, quels sont les leviers d'activation pour que la personne puisse s'activer. Voilà, c'est tout. À quel moment on va agir dessus. Technique, là, effectivement, c'est pour tout ce qui est remédiation, problème technique. Métacognitive, bah, c'est plutôt sur soi pour apprendre comment. C'est apprendre à apprendre. C'est le fameux cours apprendre à apprendre. Voilà, il va répondre normalement à ce type de fonction. Mais si on parle d'ingénierie tutorale, ça veut dire qu'on va certainement accompagner ça avec quelque chose, avec quelqu'un pour venir aider à l'autonomie. Et puis tout ce qui est évaluation. Alors évaluation, en fonction tutorale, c'est pas forcément l'évaluation sommative. Hein. C'est aider à auto-évaluer, aider à s'estimer où on se trouve dans le parcours par rapport aux connaissances. C'est la progression qu'on a. Voilà, tout ça, c'est de l'évaluation. Donc tous ces éléments-là qui interviennent, ce sont des fonctions tutorales et elles vont intervenir sur différents plans de support à l'apprentissage. Et on va déterminer 4 plans de support à l'apprentissage. Alors, le plan cognitif, donc, qui a trait effectivement donc, à tout ce qui est compréhension de la formation, des demandes, etc. Tout ce qui est le plan socio-affectif, donc ça on a déjà parlé, émotion, sentiment de groupe, socialisation. Le plan motivationnel, qui fonctionne sur les leviers de motivation, d'action, et les freins, effectivement, et les encouragements également. Et puis, le plan métacognitif, donc, qui est réfléchir sur soi-même. Donc, on va très vite parce qu'on a peu de temps, hein, bien sûr. Je vous donnerai les références pour approfondir ces notions-là. On va quand même complexifier encore un petit peu juste cette partie-là. Et vous allez voir que la référence est explicite. Voilà, donc le tableau de Jacques Rodet. Vous voyez que lui, il a réglé le problème du droit d'auteur directement sur sa photo. Boum, il a mis son nom. Donc vous avez la référence, vous avez le nom, vous ne pouvez pas le louper. Et voilà comment fonctionne ce tableau. Alors, vous voyez ma souris, non? C'est bon? Juste me dire si vous voyez ma souris soit par le chat, soit à l'oral. C'est bon. Ok, merci. Voilà, donc vous voyez que là, on a les différents plans ici, donc en colonne, et on a les différentes fonctions. Donc je ne vais pas toutes les voir, hein, mais vous pourrez le relire, je vous enverrai le document. Si vous tapez Jacques Rodet, plan de support à l'apprentissage, vous tomberez forcément sur ce tableau, quoi. Donc voilà ce qui est intéressant, c'est-à-dire que informer sur le dispositif de formation, ça fait partie du tutorat. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir ce qui est contenu à l'intérieur. Hein. Ce n'est pas tellement le croisement des données, hein, mais c'est par exemple que dans l'ingénierie tutorale, on doit penser à lutter contre l'abandon. C'est des éléments clés. Ce qu'il faut voir avec ça, c'est qu'une fois qu'on a dit, ben voilà, tout ce que couvre le support d'aide à l'apprentissage, ce qui est intéressant de savoir, c'est qui fait quoi dedans, en fait. Et quand vous avez donc un dispositif de formation, il va être intéressant de savoir qui va intervenir dedans et à quel moment on va faire intervenir. Et c'est là où il va falloir mettre en place toute une série d'outils. Si vous faites par exemple ça si on prend par exemple au hasard Open Classrooms, par exemple, il me semble qu'informer sur le dispositif de formation, c'est le Student Success qui en a la charge. Voilà. Le Student Success, en fait, va au départ d'Open Classrooms, tout ça, c'était le mentorat qu'il faisait. Et c'était beaucoup trop gros pour un mentor. Ça demandait des compétences très très larges. Et donc, il y a Student Success qui a commencé à prendre de plus en plus de parts dedans, de parties dedans. Donc, ce qui fait que si on devait mettre un point sur qui fait quoi, ben, on devrait recouvrir toute la zone et essayer de répartir l'ensemble. Et c'est là où on arrivera forcément à un moment donné à un scénario tutoral qui remplit toutes les fonctions qui sont indiquées là-dedans. Voilà, je ne m'attarde pas dessus. Je vous aurai la référence et vous pourrez compléter après par la suite, bien sûr, ce tableau-là. Mais il est intéressant à voir parce qu'il montre bien, je pense qu'il fait une bonne synthèse de tout ce qu'apporte le tutorat et ce qu'il doit apporter. Voilà, donc, si on a un parcours apprenant, en fait, et on va prendre le modèle effectivement Open Classrooms, et on va voir comment tout ça, ça se passe. Alors, dans le parcours de l'apprenant,
On sait que notre parcours, nous, il va durer 1 ou 2 mois sur un projet. Donc, on a 1 ou 2 mois sur un projet selon la difficulté du projet. Une fois qu'on démarre sur un mode projet, on ouvre le projet. Une fois qu'il est démarré, normalement, l'apprenant commence par travailler sur les cours. Et puis, il passe le temps nécessaire donc, à faire les cours, les quiz, les exercices proposés dans les cours. 2 secondes. Des gens qui ont des petits problèmes visiblement avec l'heure. Voilà. Donc, l'apprenant, voilà, il travaille sur l'ensemble des cours. Voilà. Une fois que l'ensemble des cours est fini, que tout est fait, ou qu'il se sent apte, en fait, il est en mesure après d'aller démarrer sur son projet. Et là, c'est reparti. Il repart pour des jours, des semaines de réalisation sur les différents livrables demandés dans l'ordre de mission qu'il reçoit. Une fois les livrables finis, il peut passer en soutenance, donc en visioconférence. Il défend son projet et durant la soutenance, il peut valider ou pas, qui dure 30 minutes, il valide ou pas le projet. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, il recommence, ainsi de suite. Donc voilà, toute cette partie-là, c'est mis en place par l'ingénierie pédagogique. Tout ce parcours-là, il est conceptualisé avant. Pour l'aider, donc ça, c'est transmission de connaissances et validation des connaissances, c'est bien l'ingénierie pédagogique. C'est ce qu'on peut retrouver dans un modèle ADI, etc. En parallèle de ça, on va avoir notre ingénierie tutorale qui va mettre en place toute une série de ce qu'on pourrait appeler des points de contact dedans. Donc, au niveau d'Open Classroom, par exemple, on a le Student Success qui est la partie, on va dire, soit de l'équipe pédagogique, soit de l'administration, qui, elle, va être en mesure, en fait, de gérer le planning de l'apprenant, par exemple, et elle joue le rôle de support, en fait, sur tout ce qui va être comment je m'inscris, qu'est-ce que je dois faire, etc., jusqu'au démarrage de la formation. La manière dont cette partie-là intervient dans ce modèle-là, elle va être proactive, c'est-à-dire qu'elle va anticiper les besoins. Donc, ça se base sur de l'expérience. Elle sait comment ça fonctionne. Elle anticipe les problèmes. Elle va donc proposer soit un guide, soit une FAQ pour dire voilà comment vous connectez, voilà comment faire les choses. Donc, ça, c'est être proactif. Évidemment, elle peut être réactive. Si vous avez un problème, vous avez un appel. Et elle peut fonctionner en asynchrone avec une FAQ ou en synchrone avec un webinaire d'arrivée. Ensuite, on va avoir une autre dimension du support d'aide à l'apprentissage que tout le monde maîtrise, ce sont les réseaux sociaux. Donc, c'est typiquement du social learning. Alors là, il y a toutes les formes, toutes les manières de le faire. Ça peut être des mails, ça peut être des forums, ça peut être Discord, ça peut être Workplace, qu'importe. Mais cette partie-là est essentielle, même je dirais, et dans un parcours à distance, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, en parallèle, on a des webinaires qui sont mis en place, qui sont proactifs et synchrones, donc mis à l'avance, effectivement, prévus, et qui sont censés anticiper les différents problèmes que vous pouvez avoir. Donc, par rapport à l'administration asynchrone, je sais qu'il y a des, quand vous êtes en retard, on vous envoie un message, et donc là, vous êtes sur du réactif synchrone. Là, le proactif synchrone, ce serait effectivement de faire un webinaire sur comment s'organiser à distance. Voilà donc le dispositif de support d'aide à l'apprentissage. Et bien sûr, il y a un autre élément qui est important, c'est la place du mentor, qui lui va donc voir une fois par semaine l'apprenant, et qui est vraiment un point de contact. A vraiment un point de contact régulier avec l'apprenant. Donc, on voit donc là que le mentor le voit souvent et qu'il a un rôle quand même assez important dedans, dans ce dispositif. Je vous propose de passer donc au rôle du mentor. Alors, pourquoi je parlais du mentorat à distance? On va d'abord, avant de parler du paradoxe, on va parler d'abord du mentorat à distance en autonomie. Ce que ça implique et de son rôle. Donc, on l'a vu, il intervient sur l'aide à l'apprentissage. Donc, il a une première fonction qui va être d'orienter dans tout ce système-là. Donc, c'est de guider, donc il va devoir guider l'apprenant dans l'ensemble des connaissances à acquérir, dans les recherches à effectuer. C'est vraiment un rôle très, très important dans un apprentissage à distance. Il n'y a pas de questions qu'on peut poser au prof quand on est en cours, etc. Donc là, c'est le rôle du mentor de donner les pistes. Il va devoir aussi rassurer.
Ça, c'est assez important, je pense, dans la fonction, d'avoir cette partie empathique et d'encouragement sur les progrès, etc., de l'apprenant. Encore une fois, on est 100% à distance, c'est l'un des rares contacts qu'il va avoir, en fait. Hein. Et puis, il va aider aussi à focaliser le travail de l'apprenant, c'est-à-dire à éviter qu'il se disperse et qu'il se concentre ses efforts sur les objectifs d'apprentissage pour pas aller ailleurs sur d'autres notions. Alors évidemment, ça ne se passe pas toujours parfaitement comme prévu hein, sur cette autonomie-là. On va aussi intervenir sur d'autres plans, sur l'aide à apprendre en plus. Donc permettre l'auto-évaluation, je pense que ça c'est un point important. Ça permet de combler par exemple le complexe de l'imposteur qu'on peut trouver et surtout quand on est isolé dans un apprentissage à distance. Donc c'est bien de l'avoir. Ça permet quand même de voir où on en est. Donc bah, lutter contre l'isolement, bah, ça va un peu dans le même sens, effectivement. Et puis aider à l'autonomie, en fait, à utiliser des outils qui permettent en fait de travailler effectivement tout seul. Voilà. Vous voyez que ça regroupe quand même une partie de ce qui a été vu sur le plan de support à l'apprentissage. Et je pense que tout ça revient en partie au mentor d'orienter là-dessus. Le tout rentrant évidemment dans le support d'aide à l'apprentissage. Voilà. Alors, au-delà de ces interventions donc, qui sont directement liées à l'aide à l'apprentissage, il y a quand même un autre aspect particulier de ce type de mentorat à distance. Et ça, je pense que c'est un point important pour ceux qui ont déjà fait du mentorat, qui ont enseigné. On a une relation quand même avec les. Moi, j'ai eu l'occasion d'enseigner, d'avoir des cours à la fac, d'enseigner à la fac. Et en fait, je dirais que la relation plus proche que j'ai eue, c'est de prendre un café avec des étudiants. Mais alors là, c'est vraiment le top du proche. Et on est physiquement très près. Dans le mentorat à distance, il y a quand même un petit paradoxe. Bien qu'on est à distance, on va quand même dans ce type de mentorat, on entre littéralement en fait avec la webcam chez les gens en fait, dans leur salon, dans leur chambre, dans leur vie personnelle. Et là, il y a vraiment un paradoxe, c'est-à-dire que bien qu'on ait des kilomètres, on devient très intime avec les apprenants, enfin très intime, pas exagéré non plus. On devient assez proche, c'est-à-dire qu'on finit entre guillemets par connaître le nom du chat, par exemple. Donc il y a un sentiment de proximité, de complicité, et ce qui peut réserver beaucoup de surprises hein, quand même sur l'apprentissage à distance. Et ça, je pense que c'est un point qui est euh, assez important à prendre en compte quand on va mettre quand on met en place une ingénierie tutorale, c'est qu'il faut être très vigilant quand même sur les mentors qui vont encadrer les gens. Il faut être capable de garder une distance émotionnelle pour être en mesure d'accompagner correctement et avec sérénité l'apprenant. Ça, je pense que euh, c'est important. C'est-à-dire que trop d'affect, trop de tolérance, et on n'arrive plus à accompagner. Moi, j'ai une étudiante qui m'a balancé une fois comme ça, elle n'avait pas travaillé. Et elle me fait, alors évidemment, comme un imbécile, je la chambre. Bah, donc, ça fait, t'as pas bossé cette semaine, tu fais quoi, tu bosses pas? Et elle me dit, bah non, mais c'est l'anniversaire de la mort de ma fille, donc c'est vrai que j'ai pas eu le cœur à bosser. Donc forcément, ça m'a beaucoup plombé, ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'empathie pour cette personne, ce qui fait que j'ai eu du mal après à l'accompagner pour la faire travailler. Parce qu'il y a tout à coup une dimension super proche qui se crée, parce qu'effectivement, elle, quand elle me parle du décès de sa fille, ça tombe dans les dates. Elle ne peut pas ne pas venir en cours, parce qu'on est comme j'ai de venir sur les sessions. Et, et on est dans son intérieur, on est chez elle, et elle se confie. Et là, c'est très fort émotionnellement. Et ça, effectivement, il faut faire attention. Ce qui fait que, en ce qui me concerne, au bout d'un moment, dès que j'ai pu, je l'ai passé à un autre mentor pour qu'il puisse mieux la pousser. Voilà, tout simplement. Il faut également être disponible pour l'apprenant à différents niveaux, différents moments aussi. Alors, les moments, donc c'est un peu tout le temps. Ça, je pense qu'il faut cette disponibilité. Quand vous enseignez à la fac, vous êtes disponible qu'aux heures de fac, c'est pas très compliqué. Ce qui est moins vrai d'ailleurs de plus en plus parce qu'on a des emails. Mais je pense sur le mentorat à distance, comme il y a cette proximité, il y a cette possibilité de se dire tiens, je vais le contacter pour lui poser une question, quelle que soit l'heure, le jour, la nuit. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Hein. Et puis surtout,
sur des formations comme ça à distance, on a quand même toute une diversité, un panel de personnes. On a des gens en conversion, des gens au chômage, des gens qui ont besoin de diplôme. Donc, on est très proche et on intervient littéralement dans la vie des gens quand même. Donc, il faut vraiment avoir un bon mentorat qui crée une relation de confiance et qui soit vraiment dans l'idée d'aider l'individu à se développer. Et je pense que c'est comme ça, finalement, qu'on va donner du sens au mentorat dans ce type de... en donnant du sens comme ça, voilà. On n'emmène pas forcément l'apprenant à un objectif professionnel, mais on doit l'amener au maximum de ce qu'il peut faire euh, et pour l'aider aussi à se relancer dans le métier. Donc, voilà, on a fait le tour un peu de cette idée de mentorat. Je voulais aborder quand même les méthodes pratiques, finalement, à mettre en place quand on met en place un système de mentor. D'abord, c'est cadrer tout ce qui est contexte. Travail, domicile. C'est important, c'est-à-dire dire qu'effectivement, il faudrait qu'on ait un cadre de travail, expliquer qu'on a un outil de travail qui est l'ordinateur, que le cadre, le lieu de travail, ça devient important. Justement parce qu'on est dans un système où les gens travaillent comme soit dans leur chambre, soit dans leur salon, expliquer qu'à ce moment-là, il faut créer un cadre propice au travail. Il faut aussi donc préparer les outils. Ça, c'est très important pour réussir. Donc, connexion webcam, micro, c'est essentiel. Mais pour le mentor, des outils de prise de rendez-vous et de notes. Ça aussi, c'est important. Donc, en l'occurrence, là, les prises de rendez-vous de notes sont gérées par l'organisme de formation. Donc, il n'y a pas trop de soucis dessus. Mais voilà, c'est des outils à mettre en place. Euh, Autre point important, comme on est là à essayer de donner du sens à cette relation-là, il faut expliciter le besoin réel. J'entends par expliciter le besoin réel, on est sur un parcours, les gens veulent avoir le diplôme, mais il faut vraiment aller chercher quel est l'objectif vraiment. Est-ce qu'on est sur une reconversion? Est-ce qu'on a des gens qui ont besoin de diplôme? On a des gens qui n'ont pas besoin de diplôme? On a des gens qui ont juste besoin de la connaissance. Donc, il faut pouvoir expliciter le besoin, hiérarchiser les projets si c'est possible, selon les parcours. En l'occurrence, Open Classroom, on peut éventuellement hiérarchiser et changer l'ordre en fonction des besoins professionnels et évaluer également le degré de qualité, jusqu'à quel niveau on doit aller. Entre un diplôme à bac plus 5 et bac plus 3, c'est pas le même degré de travail. Et ça, c'est important parce que ça joue sur le temps, bien sûr. Le travail, c'est animer la communauté parce qu'effectivement, on va aller sur créer le sentiment de groupe, d'appartenance et couper tout ce qui est effectivement réduire tout le sentiment. J'ai pas le terme depuis tout à l'heure, je pense à isolation, mais c'est pas isolé. D'isolement, voilà. Voilà. Il faut couper ce sentiment-là d'isolement, donc il faut animer la communauté. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire, donc voilà, il faut aller dessus et il faut le faire. Euh, voilà, donc il y a plein de cas. Et puis, de fait, il faut quand même une excellente connaissance du métier. Euh, alors, ça ne veut pas dire avoir la connaissance absolue, parce que ça n'existe plus, je pense, aujourd'hui, sur le domaine, parce que les domaines bougent vite, en tout cas dans la tech. Mais il faut quand même avoir une bonne expérience, je pense, du métier, pour justement trier les informations et guider le travail. Voilà, ça, c'est une bonne pratique pour travailler avec l'apprenant et avec l'organisme de formation. Ce qui serait idéal à faire en plus, c'est faire ce qu'on appelle une communauté des pratiques, c'est-à-dire en fait mettre en place une organisation interne au sein du support d'aide à l'apprentissage pour qu'il y ait une harmonisation de l'ensemble des approches, des travaux, etc., de voir comment on évalue les projets, comment on voit les projets, que tout le monde soit d'accord. Ça, c'est vraiment un truc qui est nécessaire, je pense, dans une bonne organisation à mettre en place. Évidemment, extrêmement bien communiquer. On est à distance, il faut être vraiment en communication, pas temps réel, mais régulière, justement pour, encore une fois, dynamiser le groupe et la vie du support d'aide à l'apprentissage. Ça revient à ça, hein. Augmenter les points de contact, effectivement aussi. Faire un lien entre l'ingénierie pédagogique et puis dans les deux sens, donc remonter d'informations, descendre d'informations, ce qu'Open Classroom appelle les mentors advocates, qui sont informés, qui testent effectivement ce qui se passe en termes de support d'aide à l'apprentissage. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose en fait que ce soit mis en place. Mais c'est récent, les mentors advocates, c'est cette année. Hein. Donc autant dire que voilà, ça se construit petit à petit.
Former, la formation continue, ça c'est un point important que l'organisme de formation doit mettre en place pour garantir une qualité de service. Et puis, quoi d'autre? Un discours cohérent et collaboratif, parce que finalement, dans ce type de formation, effectivement, quand on est en première ligne, le support d'aide à l'apprentissage, il est en première ligne, là où l'ingénierie pédagogique n'est pas. Donc, effectivement, il faut garder toute cette cohérence et cette approche collaborative du travail. En conclusion de ces deux ingénieries, je dirais quand même que ce qui se passe dans la pratique, c'est plus on a des problèmes au niveau de l'ingénierie pédagogique, plus l'ingénierie tutorale doit être performante. Donc ça peut être un choix aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir décidé de mettre une ingénierie pédagogique assez simple, donc PDF vidéo, et surstaffer sur l'ingénierie tutorale. Mais de fait, ça se passe souvent comme ça. Le souci qu'il va y avoir dans la pratique, c'est de souvent sous-estimer l'ingénierie tutorale. Déjà, la sous-estimer au niveau budgétaire, donc c'est une catastrophe. Parce que quand le projet commence et qu'on dit faut rajouter des webinaires, faudrait rajouter des conférences, faut rajouter des FAQ, le budget il monte très vite. Voilà. Donc, retour d'apprenant, j'ai pas eu le temps de traiter tous les résultats encore du sondage que j'ai fait, mais juste pour vous montrer 2-3 chiffres que j'ai. Voilà, ça c'était sur la question évaluer l'utilité. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le mentorat, forcément, il est évalué comme indispensable. Et puis, on va avoir effectivement comme indispensable également, ça c'est Discord, celui-là. Et ça c'est learning officiel. Voilà. Donc, ce que j'en retiens personnellement, un des chiffres que je vais montrer, c'est que forcément le mentorat individuel est important. Et le deuxième qui est essentiel également, c'est le social learning. Donc, dans tout le système tutoral qui est mis là en place sur des formations à distance, et en l'occurrence, le cas d'Open Classrooms, ce qui est essentiel, c'est le contact humain, au final. Voilà. Sur les qualités, l'expérience, c'est ce dont je vous parlais avant. J'avais écrit mon texte, je crois, avant de voir les résultats. Donc, en même temps, j'ai fait le test un peu pour que ça conforte ce que je pensais aussi. Je ne vous cache pas. Donc, j'ai un peu triché. Mais voilà, donc ce qui est essentiel, c'est l'expérience professionnelle, effectivement la maîtrise technique. Et puis on est sur la disponibilité, de la communication, donc on est vraiment sur cette idée d'empathie. Je pense quand même, pas trop mal quand même. Voilà, et je crois que le dernier chiffre que j'ai, voilà, donc voilà, l'approche psychologique relationnelle dans l'apprentissage. Sur les points effectivement que j'avais évoqués au départ, j'ai remis donc ça dans les questions. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, des remarques, c'est à vous. Non, j'étais parfaitement clair. C'est cool?